2, 1. Je vais conserver la parole quelques minutes en début de séance afin de vous expliquer le cadre de cet échange, son déroulement ainsi que les objets de travail et de réflexion du groupe pilote numérique. Je céderai ensuite la parole à Monsieur Pérez de la Cité éducative d'Angoulême qui réalisera une présentation sur l'accès au numérique et sur la mise en place d'un travail de collaboration et d'une stratégie commune entre les acteurs. Vous verrez que ce sont deux sous-thématiques de travail que nous abordons dans ce groupe pilote, mais je reviendrai plus en détail sur ce point dans la suite de ma présentation. Je donnerai ensuite la parole à Monsieur Schiffler de la Cité éducative de Clichy-sous-Bois et à Monsieur Cortez qui est principal du collège. Ils feront une intervention qui portera sur les compétences formelles et informelles au travail, mais ils vous expliqueront cela plus en détail. Donc, tout au cours de cet atelier, vous pourrez poser vos questions via le chat au fur et à mesure des interventions. Donc, ma collègue Mireille Ferry, qui est également chargée de mission éducation et société, est en charge de la modération de ces questions et nous relayera vos interrogations via le chat. Nous prendrons quelques instants à la suite de chaque intervention pour y répondre. Enfin, pour votre information, l'intégralité du contenu de cette séance est enregistrée et sera disponible sur le site internet du Printemps des cités éducatives en replay dès demain. Nous vous proposons de commencer la séance en débutant par un bref rappel des objectifs de ces groupes pilotes avant de laisser la parole à nos intervenants. Donc, ces groupes de travail thématiques, dits groupes pilotes, ont pour objectif de créer des communautés d'acteurs, des cités éducatives volontaires et engagées sur des thématiques qui sont multiples. Donc, ça peut être la santé, le renouvellement urbain, la petite enfance ou, en ce qui nous concerne, les questions liées au numérique. Donc, appuyés par des experts, des institutions, des associations, mais encore des chercheurs ou des têtes de réseaux associatifs, les acteurs des cités trouvent dans ces groupes pilotes un soutien renforcé dans le déploiement d'un axe prioritaire d'intervention et également une offre de capitalisation. Ces groupes pilotes entendent faciliter la mise en réseau afin de mutualiser les travaux de chacune des cités, croiser les approches sur un même sujet et, le cas échéant, identifier des actions et des pratiques inspirantes développées par et pour les cités éducatives. Le groupe pilote sur la thématique et les enjeux du numérique accueille des participants répartis sur l'ensemble du territoire national. Alors, je ne vais pas rappeler ici les constats en lien avec la thématique, constats qu'il nous faudrait garder en tête et qui semblent déterminants pour amorcer une réflexion plus poussée sur les enjeux liés à la question du numérique dans le cadre expérimental des cités éducatives. Mais vous pourrez prendre connaissance, si vous le souhaitez et si vous ne l'avez pas déjà fait, de la synthèse que nous avons réalisée à la suite des ateliers de lancement de ces groupes pilotes. Donc, synthèse qui pointe ces enjeux et ces questionnements multiples en lien avec le numérique. Alors, les participants à ce groupe pilote ont décidé, lors de cet atelier d'émergence d'idées qui marquait le lancement de cette aventure, si on peut le dire ainsi, des groupes pilotes, d'articuler le travail autour de 6 axes, donc qui sont l'accès au numérique, la mise en place d'un travail de collaboration et d'une stratégie commune entre différents acteurs, l'importance du lien école-famille, l'adaptation pédagogique en lien bien sûr avec le numérique, l'éducation aux médias et à l'information, et enfin le 6e axe qui a été dégagé par les participants est l'axe concernant les métiers du numérique aux élèves. Donc durant toute cette aventure, nous allons travailler sur ces 6 axes de travail.
Donc, les ateliers réalisés dans le cadre de ce groupe doivent permettre aux participants d'échanger et de partager autour des expériences diverses qu'ils mènent en territoire et également d'identifier et de dégager, en fonction des axes de travail travaillés, les interrogations et les problématiques, les solutions, mais également les leviers mis en place ou pressentis pour réussir ces expérimentations, et également identifier des personnes ressources ou des structures ressources qui vont pouvoir venir les aider, les appuyer sur le terrain pour mener à bien leurs actions. Donc le plan d'action du groupe pilote sur la thématique du numérique a été défini bien sûr en accord avec les besoins des participants et s'échelonne sur 3 ans. Donc, pour vous expliquer un petit peu notre fonctionnement sans être trop longue, sur la fin d'année 2020, nous avons réalisé 2 ateliers. Donc, un qui a permis une mise en abîme sur cette thématique, ainsi que le recettage des besoins des participants du groupe pilote, et un second atelier qui a permis de présenter à ces participants le plan d'action, également de structurer l'action collaborative. Enfin, sur l'année 2021, nous sommes en train de conduire 6 ateliers thématiques qui correspondent aux 6 axes que je vous ai présentés en amont et qui vont permettre aux participants de mûrir leur réflexion pour ces axes. Ce sont également des temps de travail qui permettent bien sûr d'échanger entre pairs et de se nourrir de l'expérience de chacun pour mener par la suite des actions ou enrichir les actions en cours. Donc ensuite, nous compléterons ces ateliers par d'autres ateliers de restitution sur l'année 2022, 2022 pardon, qui auront les mêmes objectifs, mais cela nous permettra également de faire un point sur les actions qui se sont déroulées sur l'année 2021. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vais maintenant donner la parole aux intervenants et nous allons commencer par Monsieur Pérez. Donc, je vous laisse la parole pour présenter votre action. Parfait, merci. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette invitation d'abord et puis pour la semaine, le printemps qui va nous permettre d'échanger entre nous. La présentation que je vais vous faire à cette ça n'a absolument pas valeur d'exemple, mais plutôt retour d'expérience sur ce que l'on a pu mettre en place dans la cité éducative d'Angoulême, donc sur un territoire donné avec les leviers que l'on a et puis les contraintes et les freins qu'on a pu observer aussi qui nous ont obligés à revoir notre copie dans certains cas et on va le voir tout de suite. Donc je vais vous présenter à la fois la mise en place du partenariat et la collaboration que l'on a pu mettre en place et les stratégies et tout ce que l'on a dû retravailler et affiner au fur et à mesure de cette année qui vient de s'écouler. Voilà. Avant de débuter peut-être ou en débutant aussi tout simplement vous recontextualiser à partir de la problématique qui était définie donc dans le cadre de la cité d'Angoulême qui s'articule autour donc de la mobilisation des familles, de l'alliance éducative et de la réussite éducative. Donc la problématique, c'est se mobiliser ensemble avec et pour les familles dans le cadre scolaire et en dehors, à la fois le rôle de parent d'élève ou d'éducateur quand on est en dehors de l'école, pour la réussite de tous les enfants et jeunes depuis avant leur naissance jusqu'à leurs 25 ans. On est toujours dans le cadre des 3 objectifs nationaux, mais qu'on n'a pas souhaité différencier les uns des autres et reprendre en continuité à la fois sur l'axe de la continuité éducative et sur celle de l'accompagnement à la parentalité, tout simplement. Donc les 3 questions de la mobilisation, de la réussite et de l'alliance seront des questions évaluatives qui nous permettront de mesurer ensuite la plus-value de notre travail et de notre projet de cité éducative à Angoulême. Je voulais reprendre cette problématique pour recontextualiser par rapport au projet numérique que je vais présenter maintenant, qui permettra peut-être de mieux comprendre. L'axe numérique a débuté, sans doute comme beaucoup d'autres cités, pendant le confinement, avec l'obligation de continuité pédagogique et des problématiques très concrètes qui se sont posées donc dans les QPV, d'absence de matériel ou ce qu'on a communément appelé la fracture numérique, donc l'absence de matériel, l'absence de connexion ou l'absence de compétences dans les familles ou chez les enfants. On a alors relayé auprès de nos partenaires et particulièrement donc pour les collèges la direction de l'éducation du département qui a cette compétence, mais les moyens étaient très limités. On a eu une quinzaine de tablettes
pour chaque collège, il y a 2 collèges, donc on était très limité dans la possibilité de continuité avec le matériel. Et pas d'autres perspectives avec la direction de l'éducation. En revanche, la direction de l'insertion et l'économie solidaire du département nous a proposé d'étendre un dispositif qu'ils avaient déjà mis en œuvre, qui était un dispositif de mise à disposition de matériel pour les bénéficiaires du RSA, et puis la CAF pour les familles monoparentales qui avaient des enfants scolarisés dans le premier degré. Donc d'un côté, le département pour les parents bénéficiaires du RSA ayant un enfant scolarisé en collège, et la CAF pour les enfants du premier degré. Cet équipement, au niveau du département de la Charente, a permis d'équiper une centaine de familles, premier, second degré confondus. J'entends par second degré jusqu'à la troisième, voilà, puisque pour le lycée, ensuite, il y avait d'autres dispositifs, mais pilotés par la région. Ce prolongement de l'équipement a vu une suite en fait à travers les annonces ou l'annonce du ministre de l'Éducation, Monsieur Blanquer, et le détachement d'une enveloppe nationale de 15 millions d'euros prélevée sur le budget cité éducative pour financer l'équipement matériel des familles. Au niveau local, un appel à projet a été porté par le PRE, donc le programme de réussite éducative, qui a été désigné comme porteur de projet par la préfecture. Ce qui est important, c'est de noter que là, il s'agit d'une volonté politique qui relève du droit commun et qui dépassait en fait le contexte cité éducative pour s'étendre à tous les QPV. Dans notre cas pour la cité d'Angoulême, donc on se situe dans un des 4 axes du programme de la cité, qui est celui de l'école dans la cité. On a souhaité donc mettre en place un dispositif d'accompagnement numérique des familles avec, entre autres, un partenariat avec l'association Unicité pour la mise à disposition de volontaires en service civique, et je vais reprendre un peu après. Nos objectifs étaient celui de la continuité pédagogique, de lutte contre la fracture numérique et particulièrement la connexion aux environnements numériques de travail, et puis en corollaire, la formation des parents pour leur permettre en fait d'être acteurs dans le cadre du suivi de la scolarité des enfants, et particulièrement en ce qui concerne l'accès aux téléservices, dans lesquels on va retrouver les demandes de bourse en ligne, la saisie des vœux d'orientation après la troisième, et puis tout ce qui relève du quotidien de la scolarité de son enfant, c'est-à-dire les relevés de notes, le cahier de texte numérique en ligne, et toutes les autres fonctionnalités des logiciels que vous connaissez sans doute pour certains d'entre vous, qui s'appellent Pronote ou autres applications. Dans ce même axe, on retrouve aussi une autre action qui est une action portée par 2 établissements scolaires, qui est celui de la mise en place d'un tiers-lieu, en fait, un espace de travail accompagné, un partenariat entre un établissement, donc un collège, centre social de quartier et une école primaire. L'objectif est de proposer un tiers-lieu pour accueillir les parents et pratiquer en fait de l'aide aux devoirs. Et enfin, une troisième action, qui est celui du programme de soutien à la fonction parentale, qui vise à développer des compétences psychosociales pour apaiser le climat familial, intrafamilial, et participer à la réussite des enfants. Je précise ces 2 autres actions parce qu'elles sont en fait en lien direct avec l'action numérique, dans la mesure où elles nous ont permis de diffuser aussi la connaissance de cet atelier de formation aux parents, et le tout forme un tout qui est à la fois sur la continuité éducative et l'accompagnement à la parentalité. En amont, on a pratiqué un diagnostic. Notre diagnostic initial était qu'on se situe donc sur le territoire de la cité éducative d'Angoulême, avec une population scolaire des 3 à 15 ans supérieure à 2500 élèves. On a un diagnostic d'équipement des familles qui est basé sur du déclaratif, ce qui constitue en soi une limite. C'est pas suffisamment fin. Donc nos constats, c'est qu'on a un manque d'équipement, un manque de compétences, un manque de structure, d'abonnement Internet par exemple, mais on n'a pas d'indicateur précis. Encore une fois, on est sur du déclaratif des familles ou des accompagnants des familles, donc c'est pas suffisamment fin. Ce que l'on observe par contre, c'est une réelle fracture numérique, avec un accompagnement indispensable des familles pour notamment les demandes de bourse en collège, et tout ce qui relève des téléservices, et puis des connexions très limitées des parents à ces téléservices et à ces ENT, on se situe dans un niveau de connexion entre 10 et 20% des parents qui ont un compte actif et qui se connectent régulièrement aux ENT des collèges ou des écoles primaires.
Et donc l'équipement, enfin la dotation que l'on a reçue pour l'équipement des familles sur les 2 quartiers, et donc pour 2500 élèves, on n'a pas 2500 familles, mais on est quand même loin de la possibilité, c'était 25 000 euros pour 3 quartiers prioritaires politiques de la ville. Notre projet part de besoins, s'appuie sur des besoins. Le premier constat, c'est que la volonté du ministre était d'équiper les familles. Et nous, on s'est dit équiper, c'est bien, mais apprendre à se servir du matériel, apprendre à utiliser, c'est quand même mieux. Donc est venue l'idée de la formation à l'utilisation de l'ENT, qui rejoint aussi le constat de défaut de connexion des parents. Et en fait, il s'agissait de mobiliser les parents pour favoriser le suivi de la scolarité des enfants, toujours avec l'objectif de la réussite. Et enfin, les faire monter en compétences et développer leur autonomie, avec notamment les téléservices, les demandes de bourses en ligne et les inscriptions et tout ce qui deviendra dans un futur assez proche le quotidien des familles. On est encore dans notre logique de conforter cette continuité éducative et le lien entre l'école et les familles. On a quand même, heureusement, quelques leviers et des opportunités, entre autres un partenariat fort et des acteurs engagés. Le programme de réussite éducative pour le portage de projets, en ce qui concerne notamment la logistique, la commande de matériel auprès des fournisseurs, et un relais auprès des familles à travers la CAF et les maisons de solidarité pour les quartiers, ou encore la rédaction d'une convention de prêt, on le verra tout à l'heure, sous une formule de prêt. La mairie, la direction de l'éducation qui a contribué aussi et qui est toujours copilote dans cette aventure de cité éducative. La direction académique pour la formation des services civiques, notamment l'environnement numérique de travail One, qui est celui du premier degré. Et là, des formateurs, des conseillers pédagogiques ont formé les volontaires en service civique. 2 collèges qui ont mis à disposition les salles informatiques et les listings des familles à contacter, notamment pour la création des comptes, puisque tout à l'heure, je disais 20% des familles maximum est connectées, ça veut dire que 80% ne se sont jamais connectés ou on l'a découvert au fur et à mesure, se connectent via le compte des enfants, ce qui crée de la perte en ligne sur l'information directe établissement-parents. Les espaces publics numériques des centres sociaux avec les médiateurs numériques qui sont aussi des relais sur le territoire et qui contribuent. Unicité qui a mis à disposition 6 volontaires en service civique, mais on est bien dans le cadre d'un projet partenariat et un financement par la cité éducative de ces postes de volontaires en service civique. Et enfin, le chef de projet, en l'occurrence, il s'agit de moi, puisque dans mon occupation habituelle, je suis personnel de direction. Je suis détaché là depuis 1 an maintenant sur la mission chef de projet, mais je suis personnel de direction en collège et j'ai une connaissance du système scolaire et de ses enjeux, notamment avec l'ENT, qui a pu accompagner cette démarche. Quelques freins et quelques menaces quand même. Le manque de coopération avec des services, notamment au niveau de la collectivité, direction de l'éducation du département, et les difficultés donc de manque de matériel et d'orientation. Mais on a pu contourner cette difficulté avec l'alliance d'un autre service du département. Donc il s'agit toujours quand on est confronté à un frein, de voir quelle autre solution on peut mettre en œuvre pour pouvoir continuer le partenariat et ne pas arrêter un projet. Des injonctions quand même aussi. La préfecture nous a imposé la contrainte de l'achat de matériel neuf et d'ordinateurs portables plutôt que de fixe. Et puis le prêt du matériel et non pas la donation. Concrètement, ça se traduit par l'achat de 30 PC avec le budget de 25 000 euros au lieu de 100 PC reconditionnés, qui était une piste qu'on avait déjà commencé à travailler en fait avec une entreprise d'insertion par le travail au niveau local et qui nous aurait permis d'équiper 100 familles au lieu des 30 que l'on va pouvoir équiper dans le cas présent. Enfin, aussi la question du conventionnement, la formule convention de prêt a été aussi une affaire assez délicate à mener avec toutes les contraintes légales, le cadre légal à respecter et qui a mis un peu de temps avec les différents services de la municipalité. Et puis dernière contrainte à laquelle on est tous confrontés aussi, c'est le contexte de pénurie à l'échelle mondiale du matériel informatique que vous connaissez aussi. Donc l'idée, c'est que dans le cadre d'un projet comme celui-ci, c'est qu'il faut faire alliance, et ça, c'est un préalable. Et toujours se poser la question de la raison d'être. Quelle est la raison d'être de notre projet? La première raison d'être, c'était la réussite des enfants. C'est un des objectifs de la cité éducative partagé par tous. Celui de l'accompagnement à la parentalité, c'est l'un de nos 2 axes forts. Pardon. Et enfin, de renforcer le lien entre l'école et les familles. Et là, on se retrouve aussi dans l'alliance éducative. Le projet d'équipement nous aura permis, en tout cas, de renforcer et de constituer cette alliance, notamment avec l'élaboration du conventionnement, le programme de réussite éducative et la municipalité,
des informations et des diagnostics partagés. Et là, c'est très intéressant dans le cadre de la démarche de la cité éducative de pouvoir partir d'un diagnostic partagé pour construire un projet en commun et déjà se fixer aussi comme horizon l'idée de l'évaluation de ce projet et les regards croisés sur l'évaluation qui sont aussi une richesse. Enfin, une précision, une amélioration de ce projet en envisageant au fur et à mesure son évaluation, avec notamment les différentes contraintes qui sont venues, nous ont laissé le temps de réfléchir et de réactualiser ce projet en se disant que pour l'évaluer, il faudrait travailler sur des cohortes. Et on s'est dit qu'on allait travailler sur la cohorte d'élèves, par exemple, en ciblant l'équipement de familles dont un enfant rentrerait en sixième en septembre 2021, ce qui nous laissera sur la cohorte de 4 ans du collège une évaluation un peu plus fine. Voilà. Un premier bilan à l'horizon de la fin de cette année scolaire, c'est que 20% des familles déconnectées ont bénéficié de l'accompagnement, c'est-à-dire des familles qui ne s'étaient jamais connectées à l'environnement numérique de travail, ont pu être formées à réaliser la première connexion, la création du compte et formées à l'utilisation de l'environnement numérique de travail. 25 PC portables seront remis aux familles qui ont déjà été identifiées le 30 juin et on s'est laissé une marge de 5 PC pour des nouvelles familles qui arriveraient sur le territoire et dont un enfant rentrerait en sixième à la rentrée qui correspondrait aux différents critères qu'on a établis. Ces 25 familles auront bénéficié en amont d'une formation préalable pour l'utilisation et la prise en main de ces ordinateurs. On reconduira cet accompagnement numérique et le partenariat avec Unicité pour la prochaine année scolaire. Et enfin, comme on est sur une formule de prêt, on compte prêter ces mêmes ordinateurs à d'autres familles à la rentrée 2022, donc dans un an, et dans le délai de l'année scolaire prochaine, on travaille avec les familles qui ont bénéficié d'un prêt à un équipement définitif de ces familles. Donc là, on va étudier la possibilité de dédier un budget cité éducatif pour l'équipement définitif des familles qui devraient bénéficier de ce dispositif, complémentaire de ce qui existe déjà, comme je le disais tout à l'heure, avec le département ou la CAF. Nous, on viendra compléter en fait les manques. Et enfin, une alliance à conforter avec des partenaires à fidéliser, tout simplement. J'ai fini la présentation et je suis à votre écoute pour les différentes questions. Merci Monsieur Pérez pour cette présentation très riche qui rend compte du travail mené sur le terrain. Alors, nous avons tout d'abord un constat de Madame Malo qui nous signifie qu'elle n'a toujours pas de téléservice dans le premier degré en ce qui concerne le livret scolaire unique. Donc voilà pour ce premier constat. Nous avons ensuite une question que je vais vous relayer. Bonjour, comment avez-vous réglé la question de la connexion Internet? Donc voilà, un participant qui se questionne sur la connexion, sur vos leviers pour réussir à mettre cette connexion Internet. D'abord sur le constat de l'absence de téléservice dans le premier degré, je ne serai pas assez compétent pour être précis dans ma réponse, mais je sais qu'il y a un manque effectivement dans la liaison l'ULSU qui est normalement intercycle et je sais que cette question de la liaison et du passage d'informations reste encore problématique selon les établissements parce on peut être sur un format qui va être édité en papier par les écoles et on est sur une saisie des compétences directement dans les applications dans le second degré et il manque ce lien entre le premier et le second degré. Donc c'est quelque chose qui sera peut-être réglé. Je sais qu'il y a aussi des difficultés. Alors nous, c'est le constat au niveau local, hein, c'est que l'environnement numérique de travail et l'application choisie par la collectivité n'est pas la même que celle qui a été choisie par le département pour les collèges. Donc ça veut dire aussi que pour les parents qui ont déjà un compte ENT One pour Angoulême, hein, dans le département de la Charente, devront se familiariser avec un autre environnement numérique de travail quand leur enfant arrive dans le second degré. Donc, c'est une problématique supplémentaire pour le suivi de la scolarité. Et c'est là où la fracture numérique, elle ne concerne pas que le matériel. On va parler après de la connexion Internet, mais elle parle aussi de cette fluidité que l'on peut avoir et ces compétences que l'on peut avoir en tant que parent pour suivre la scolarité avec des outils de plus en plus complexes.
sans vouloir être passéiste, on est loin du temps où les parents regardaient les cahiers des enfants le soir et avaient une facilité, on va dire, dans la lecture et dans la vision de ce qui se faisait. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué avec les outils numériques. Il reste encore des zones à améliorer et la liaison, la question des transitions, qui est une autre des questions qui nous occupent dans le cadre de la cité éducative. Là, on est clairement dedans. Donc voilà, le LSU, c'est une des questions effectivement, la liaison première, c'est une des premières questions que l'on sait effectivement, parce que à titre d'exemple, le département ou la CAF ont réglé cette question, eux, avec des budgets qu'ils avaient, qu'ils ont dédiés à cela. Et tout équipement en matériel, en PC qui était fourni aux familles, était accompagné d'une clé 4G avec une connexion de 6 mois de mémoire à un fournisseur d'accès Internet. Mais au bout de 6 mois, il n'y avait plus rien. Euh, les budgets cités éducatives ne nous permettaient pas de pouvoir proposer cet équipement, enfin oui, cette connexion aux parents. Et après se pose la question de la pérennité. C'est-à-dire que même si on avait pu financer 6 mois de connexion, que se passe-t-il après? On génère une nouvelle déconnexion. Donc c'était une vraie interrogation. Et au-delà de la connexion Internet, se pose la question aussi de tous les consommables finalement, puisque en collège, pendant le premier confinement, les parents ont dû, pour beaucoup, imprimer les devoirs qui étaient envoyés par les enseignants pour que les enfants complètent les fiches, les rescanner et les renvoyer aux enseignants pour correction. Ça, c'était la première version, avant qu'on passe sur des outils numériques et des documents qui pouvaient se compléter en ligne, etc. Voilà, ce qui n'est pas le cas partout encore. Hein. Donc il y a une vraie question autour de ça, et une vraie question d'égalité pour le coup, hein, d'égalité d'accès, égalité des chances, la connexion Internet et tout ce qui relève des périphériques et des consommables, les imprimantes, les cartouches, etc. On ne l'a pas réglé. On s'est rapproché dans le cadre de du travail avec tous les partenaires qui sont présents sur un territoire. On s'est rapproché des bailleurs sociaux et je les ai interrogés, je les ai sollicités pour la possibilité d'envisager en fait des bornes Wi-Fi dans les logements, dans les bâtiments collectifs, avec tout simplement l'idée que aujourd'hui l'accès à Internet est devenu quelque chose pas presque indispensable. On est en train d'y venir petit à petit. C'est devenu presque un fluide au même titre que l'eau, le gaz, l'électricité. Mais on est quand même sur des démarches individuelles et des forfaits qui, dans le meilleur des cas, c'est 15 à 20 euros par mois. Donc ça pose une vraie question d'accès aussi et de possibilité d'accès. On s'est posé plein de questions, on s'est dit qu'il y avait une nouvelle fracture qui se présentait. Les retours que l'on a, c'est que finalement, c'est pas aussi tranché que ça. Et on n'a pas, encore une fois, on est sur du déclaratif, c'est difficile à envisager, mais il semblerait qu'un certain nombre de familles, mais je ne peux pas dire la majorité ou la moitié, je ne peux pas le dire clairement, mais un certain nombre de familles, même si elles n'ont pas des box à domicile, ont en tout cas des offres Internet portables avec un peu de data. Et ça permettrait de faire du partage de connexion et de pouvoir se connecter même avec un ordinateur fixe à la maison. Mais on est au début de toute cette réflexion, donc en tout cas au niveau local, et on n'a pas de données assez fixes encore pour pouvoir être affirmatif. Je vois qu'il y a une demande de PowerPoint, il n'y a aucun souci, je peux le partager. Voilà, j'allais effectivement venir sur cette question. Donc parfait, vous m'avez devancé, c'est parfait. On ne me remonte pas d'autres questions dans le chat. Nous allons peut-être du coup pouvoir passer à la suite des interventions. Merci Monsieur Pérez d'avoir répondu aux questions posées. Je me retourne maintenant vers Monsieur Schiffler et Monsieur Cortés pour la suite de cet atelier. Nous allons pouvoir passer à votre présentation. Très bien, merci. En espérant qu'il n'y ait pas de soucis techniques. Donc, Gauthier Scheffler, je suis chef de projet cité éducative pour la mairie de Clichy-sous-Bois. Monsieur Cortés Stéphane, donc pilote pour la cité éducative pour l'éducation nationale. Et donc, nous allons vous présenter un petit PowerPoint qui va regrouper un petit peu que nous avons mis en place dans le cadre du numérique. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur Scheffler pour lancer ce PowerPoint et donc cette présentation.
Voilà, donc intervention que nous avons intitulée Le numérique du travail des compétences formelles à la reconnaissance des compétences informelles. Et vous comprendrez mieux notre propos au fur et à mesure du déroulé. Si ça veut bien dérouler, bien sûr. Voilà, donc juste pour resituer le territoire de la cité éducative de Clichy-sous-Bois, nous sommes à l'est de Paris et à la fin d'une zone extrêmement urbanisée, au début d'une zone un peu moins urbanisée. Mais si on change d'échelle, vous allez pouvoir constater donc le périmètre de la cité éducative qui est ici dans la zone bleue. Et juste pour les éléments de contexte, donc Clichy-sous-Bois est une ville connue pour son enclavement, et depuis quelques années, la commune, la volonté du maire a été de désenclaver. Donc je vous ai fait apparaître une ligne jaune qui représente le tramway, et il y aura une station de métro aussi. C'est pas anecdotique puisque dans le cadre de la cité éducative et de la mobilité, qu'elle soit physique ou intellectuelle, ces travaux structurants de fond ont un rôle capital pour les jeunes enfin pas que les jeunes, mais pour les jeunes aussi. Donc voilà la présentation de. Et oui, pour spécificité aussi, la commune entière est cité éducative, hein. C'est-à-dire que, comme vous allez le voir sur la diapo qui suit, voilà. Donc oui, 29 000 habitants dans la ville, et puis quelques statistiques que je vais peut-être pas commenter longtemps puisqu'elles correspondent un peu à l'ensemble des typologies des cités éducatives, mais quand même bon, des traits marquants qui justifient complètement le classement, enfin la labellisation de la commune de Clichy-sous-Bois en cité éducative sur l'entièreté du territoire communal. En ce qui concerne le réseau éducatif, donc comme je vous le disais, comme j'allais vous le dire plus exactement, 3 réseaux d'éducation prioritaire renforcés avec à leur tête 3 établissements, 3 collèges, 13 écoles maternelles, 12 écoles primaires, un lycée polyvalent et des structures d'accueil de la petite enfance, 5 accueils de loisirs municipaux, une maison de la jeunesse et 3 centres sociaux qui constituent un ensemble assez important de jeunes, environ 7000 sur ces espaces-là. Et comme vous l'avez vu dans la diapositive d'avant, les 0-25 ans constituent la moitié de la commune de Clichy. Alors moi, je vais à présent vous donner un petit peu l'idée et l'image du contexte informatique. En fait, comme vous le voyez en même temps que moi, donc les élèves de la ville de Clichy-sous-Bois ne sont pas suffisamment proches du numérique, quelle que soit la forme. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, en fait, un petit peu de la même manière que mon collègue le disait précédemment, nos élèves savent certes se servir d'un téléphone portable pour téléphoner et ou jouer et ou aller sur les réseaux sociaux, mais quand il en est d'une découverte véritable de ces réseaux sociaux, quand il en est question d'une véritable appropriation, là, ça devient beaucoup plus difficile et beaucoup plus marqué la différence entre les élèves qui savent se servir de leur environnement numérique et les autres. Effectivement, donc, nous, on a accès notre démarche sur une découverte du monde numérique dès le plus jeune âge, parce qu'on a en fait compris que plus les jeunes pouvaient s'approprier l'outil comme étant un outil de découverte et d'apprentissage, plutôt comme un outil seul de jeu et ou de modèle, je dirais, d'appartenance à un groupe social, hein. Les jeunes qui ont leur téléphone s'apparentent les uns aux autres. Eh bien, à un moment donné, on s'est posé ce genre de questions pour faire avancer notre pratique au niveau numérique. Et d'autre part, c'est dans l'existant en fait, et dans certaines structures, comme dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, mais aussi au collège, qu'on a basé nos points de repère et notre manière de procéder. À savoir que pour pouvoir amener les enseignants et les élèves à une pratique systémique du monde numérique, mais il fallait déjà que les enseignants puissent avoir des habitudes de travail avec les élèves. Et d'autre part, que les élèves aussi se sentent à l'aise avec l'outil pour qu'il puisse y avoir cette proximité et pour qu'il puisse y avoir ce véritable travail et ce partage d'informations, et que le numérique soit au service et non pas un objet de difficulté et un objet de séparation entre les adultes et les élèves, entre les jeunes d'une manière générale et les adultes. Donc là-dessus, on va vous présenter ensuite les déclinaisons.
Et les déclinaisons, alors pour certains, donc les bibots, ce sont des petits robots qui servent de support en fait de programmation en maternelle et en primaire, et en fait qui offrent un support pédagogique en lien avec les programmes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien en fait, on entend par là que dès le plus jeune âge, en fait, l'appropriation d'un support numérique en lien avec les mathématiques, en lien aussi avec la réflexion sur le langage, la procédure d'écrit, fixer des idées, puis ensuite les transférer sur un modèle. Eh bien, en fait, dès la maternelle, ce sont des choses qui sont possibles. Encore une fois, à un niveau qui est, je dirais, assez basique, mais qui concerne quand même la capacité des élèves à transposer les idées et à faire en sorte que ces idées puissent devenir des réalités par le biais d'un instrument, donc dans ce cadre-là, les bibots. Nous avons aussi opté pour la possibilité pour tous les élèves d'avoir un ordinateur portable en CM1. Et là aussi, donc, c'est sous forme d'une vraie conception d'un travail en lien avec les élèves. Et on va dire que cette année, ce qui correspond globalement à peu près à 700 ordinateurs portables. Cette année, on va dire que malheureusement, le contexte sanitaire et social a joué, je dirais, à plein, puisque un certain nombre d'élèves qui auraient pu être en difficulté ne l'ont pas été, puisque justement, il y avait un ordinateur portable qui était là, en lien, bien entendu, avec des connexions numériques, avec la possibilité d'avoir des clés 4G. Et ça permettait quand même à un grand nombre de jeunes en primaire de pouvoir se débrouiller plus facilement. En collège, on arrive à un autre niveau, parce que l'objectif de cette cité éducative, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette progression naturelle le plus jeune âge possible vers les 16-25 ans. Et donc en collège, la pratique du numérique, elle se fait en lien avec maintenant de la programmation un peu plus complexe, du codage, et enfin le débouché, parce que quelque part il faut avoir aussi un objectif pour les jeunes, et bien notamment s'il en est un, c'est le cadre de Robocop Junior. Alors qu'est-ce que c'est que Robocop Junior? En fait, c'est un concours qui met en lice un grand nombre de collèges en France, mais pas seulement, puisqu'en fait, il y a 2 ans, nous avons participé. L'année dernière, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu, et cette année, ça va avoir lieu. Mais là, il y a 2 ans, donc, nous avions participé à un concours au niveau national, et donc nous avions terminé premier avec les moyens du bord. Et donc là, nous avons vraiment souhaité faire en sorte de motiver les jeunes et de motiver nos élèves pour faire en sorte qu'ils puissent développer cette culture du numérique avec à la clé de la participation à des concours, donc le fait de rencontrer d'autres jeunes, le fait de rencontrer d'autres jeunes et aussi des filles et des garçons, puisque là vous le verrez dans la vidéo qu'on va vous présenter. L'informatique, on l'a voulu aussi comme étant un cadrage le plus ouvert possible. Ne pas le limiter uniquement à ce qu'on pourrait appeler des geeks garçons et qui seraient un petit peu enfermés dans un modèle. On a voulu que ce soit vraiment ouvert et que justement cette participation soit ouverte à tous les participants et participantes. Donc, on va vous diffuser la vidéo. 3, 2, 1. Voilà.
Donc, je vais repasser la parole à Monsieur Schaeffer, et avant de lui laisser la parole, je voudrais juste vous donner un petit point de vue sur justement ce que c'était que ces images que vous avez vues. Donc, en fait, ce sont deux groupes différents. L'important sur vous avez vu, donc il y a deux concours différents, et l'important véritablement sur un objet, à savoir celui que vous avez vu, c'est-à-dire les robots footballeurs, et de l'autre côté en fait des robots qui sont censés donc passer un parcours. Et donc nous avons dédié une partie de la salle, le Fab Lab, à ces deux programmes sur lesquels les élèves donc ont fait une programmation entière tout au long de l'année, et donc sur lesquels ils vont rencontrer d'autres équipes d'ici le courant du mois de juin. Voilà un petit peu la réalité de ce programme. Donc c'est cette réalité-là que nous avons mis en place, que nous souhaitions aussi pouvoir vous faire découvrir en images. Je vous remercie. Oui, et donc comme vous l'avez entendu, la volonté de la cité éducative d'investir le numérique ne se limite pas à l'usage qui pourrait être uniquement à l'école, puisque on sait que la cité éducative déborde le cadre purement scolaire. Donc, on a réfléchi avec certains collègues à l'utilisation d'open badge. Donc, les open badge, comme vous le voyez, ça se présente comme ça. J'ai mis un exemple là neutre et sans objet particulier, juste pour vous présenter. C'est donc un badge numérique qui comprend un certain nombre d'informations. Je reviendrai sur ça après. Donc, il comprend un certain nombre d'informations. Donc, le nom du badge, la description du badge, ce qu'il reconnaît, c'est-à-dire que en fonction de ce qu'on veut mettre en valeur chez n'importe quel type de personne, et c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, c'est vraiment le caractère de reconnaître des compétences. Alors, précédemment, avec l'exemple expliqué par Monsieur Cortés, on était sur des compétences plus formelles en codage, voire en utilisation mathématique et ainsi de suite. Et l'open badge se veut le pendant sur les compétences dites informelles, c'est-à-dire reconnaître, si tu veux remettre la précédente, c'est-à-dire reconnaître des compétences, c'est une chose, formelles ou informelles, les deux sont possibles, mais aussi des savoir-être, le rôle que un jeune peut prendre dans un projet, un engagement, une contribution. Bon, vous avez des différentes possibilités de reconnaissance, et à titre d'exemple, pour illustrer, la cité éducative est partenaire d'une coopérative jeunes majeurs, où huit jeunes femmes sont dans un processus d'entrepreneuriat, et la volonté affichée par sa marraine, enfin la marraine de la coopérative, et par la cité, c'est de reconnaître ce que font ces 8 personnes à travers un open badge qui reconnaît les compétences qu'ils mettent en œuvre en termes d'entrepreneuriat, de commerce. Voilà, c'est une façon de donner une reconnaissance, j'insiste lourdement sur ce terme, de compétences qui ne le seraient peut-être pas, ou qui ne seraient peut-être pas valorisées dans un autre cadre. Donc cette idée d'open badge, tu peux avancer. Oui. Et aussi, un autre point important sur l'open badge. Donc, je vous ai dit que c'était pour reconnaître des compétences formelles, et plus exactement ici, en l'occurrence, on souhaite développer la reconnaissance des compétences informelles. Et après, il y a un endossement. L'endossement, c'est que une organisation extérieure, donc si le badge est donné par exemple par la coopérative Jeunes Majeurs dont je parlais tout à l'heure, le badge qui a été donné à une des coopérantes peut être reconnu par la cité éducative, mais aussi par la mission locale, mais aussi par n'importe quel organisme qui veut participer au processus d'open badge. Ces open badges sont à l'heure actuelle développés dans un certain nombre de cités éducatives, et sur le moyen terme, j'aimerais bien pouvoir faire
une espèce de communauté autour des open badges, et j'en arrêterai là sur cette idée de reconnaissance des compétences informelles. Mais on sait bien que notamment là je reviens un peu sur un versant scolaire, mais en termes de décrochage ou de non-accrochage, on sait bien le rôle que peut avoir la reconnaissance de l'engagement, des valeurs des jeunes de Clichy et d'ailleurs. Je parle de Clichy, mais c'est pareil ailleurs. Donc pour préciser les choses et les dire de manière plus structurée, les objectifs sont donc, après avoir défini des axes prioritaires sur les talents, les engagements, mais aussi les parcours de formation, on souhaite reconnaître les engagements. Je n'y reviens pas, j'en ai déjà parlé longuement. En revanche, il y a aussi une chose qui est à mettre en avant, c'est que ces open badges sont donc numériques et qu'on peut les rendre visibles et les rendre visibles, à savoir par exemple les ajouter à un curriculum plus vité, plus classique, et mettre derrière l'open badge et les compétences qu'ils reconnaissent. Mais aussi, au-delà, la volonté est de fédérer une communauté et de pouvoir collaborer sur un objet commun. Et d'ailleurs, j'y pense, on travaille dessus depuis le début de l'année 2020. C'est aussi une façon d'évaluer l'investissement des différents partenaires de la cité éducative, voir, puisque c'est quand même quelque chose d'assez expérimental, et voir si il y a une adhésion des partenaires de la cité. Et pour l'instant, c'est plutôt positif. Alors c'est beaucoup trop tôt pour donner un bilan, mais il y a un microcosme qui s'étend au fil des mois, et je pense que petit à petit nous allons pouvoir les développer. Il y a aussi parce que j'ai dit que c'était pas forcément pour les publics scolaires, mais il y a un grand nombre d'enseignants qui en ont fait dans certains collèges, et ça a été reconnu par la Ligue de l'enseignement ou des choses comme ça. Et donc oui, pour finir, avoir un impact sur l'employabilité des jeunes, oui, le but ultime, in fine, ce sera effectivement donc d'enrichir les curriculums des uns et des autres, et d'augmenter l'employabilité de ces jeunes-là. Enfin, donc on a procédé par raisonnement scalaire et par tranche d'âge un petit peu. On a eu en premier point donc le Fab Lab du collège, l'Open Badge qui met en avant à la fois le numérique et la reconnaissance des jeunes, qu'ils soient scolarisés ou non. Et puis parce que on l'a déjà dit dans de nombreuses réunions cité éducative, les 16-25 sont quand même un peu parfois le parent pauvre de la cité, donc l'open badge c'est une moyen de lutter. Et puis donc pour quelque chose qui là n'est pas encore mis en place, mais qu'on souhaite voir mettre en place rapidement, c'est donc un établissement de service. C'était un appel d'offres de la Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts et consignations pour créer. Tout à l'heure, notre collègue Monsieur Pérez a parlé d'un tiers-lieu. Ben là aussi, c'est donc un tiers-lieu avec un espace dédié qu'on a comment dire, modélisé, merci, qu'on a modélisé, où vous voyez donc des espaces qui pourront servir à la fois à un côté Fab Lab là, avec par exemple donc des différentes imprimantes 3D, des coupeuses laser et ainsi de suite, mais aussi un espace de formation. Et on a même un tableau vert éventuellement pour faire des capsules, parce qu'on a, pendant l'enquête préalable, on a constaté qu'il y avait ce genre de manque dans la cité. Et puis aussi la volonté d'accompagner, comme ça a été dit, mais c'est vrai que c'est un enjeu tellement important, donc d'accompagner les parents. Je reviens pas sur tout ce qui a été fort bien dit tout à l'heure sur les ENT, Pronote et ainsi de suite, mais on sait que c'est un réel besoin. Donc nous sommes en train le dépôt final, je vous ai dit, là on est dans la prospective, enfin dans le futur presque, c'est quelque chose qui va donc être déposé on a passé la première étape et on va bientôt accélérer la deuxième. Donc je sais pas exactement le temps qui me reste, mais à mon avis pas tant, juste pour dire que donc cet établissement de service souhaite à la fois faire découvrir le numérique, mais aussi aider
par le numérique et accompagné avec le numérique. Donc c'est vraiment un enjeu important pour la cité, et cet établissement est soutenu par la commune, par le recteur de Créteil. Et voilà, juste alors pour l'avant-dernière diapo sauf erreur, les partenaires qui ont été mobilisés, je prends quelques instants sur ce point parce que un tiers-lieu qui n'aurait pas un fort réseau, en général, ça dure un petit peu. Enfin, ça dure peu de temps, pardon, je vais y arriver. Il faut qu'il y ait un réseau, une vraie volonté. Il faut pas que ce soit quelque chose qui s'implante de manière artificielle, mais il faut qu'il y ait à la fois des besoins clairement identifiés au départ, mais aussi un réseau d'acteurs locaux qui prennent part au tiers-lieu. Donc là, on a réussi à mobiliser la bibliothèque, une microfolie qui va commencer en juillet sur Clichy-sous-Bois, microfolie qui est itinérante et donc qui va se déplacer d'établissement scolaire en établissement scolaire, de points importants de passage pour les Clichois en autres points importants de passage pour les Clichois, mais aussi des professeurs, des associations de parents d'élèves, les ateliers Médicis qui sont présents. Et puis sur d'autres types de partenaires, on va travailler avec la mission locale. Le dispositif ACT, c'est un dispositif qui est destiné aux élèves temporairement exclus des établissements scolaires, dont on sait bien à quel point il faut les maintenir en lien avec l'école, la Fondation de France, et puis un ensemble, j'en arrêterai là pour pas être trop redondant et peut-être trop complet, mais aussi beaucoup d'acteurs du rectorat avec des services de ressources humaines de proximité, de valorisation des acquis. Et voilà, donc cet établissement a vocation, si tout se passe bien, à naître en janvier-février 2022, et dans le cadre des cités ou du site national, on essaiera de partager le plus possible les informations. Monsieur Cortés pour la... Voilà, donc pour conclure un petit peu, l'esprit de ce qu'on a voulu dans le cadre du numérique, c'est de faire en sorte que les parents, les familles de manière générale, les enseignants, toutes les parties qui correspondent à ce que moi j'appellerais l'éducatif, puissent être réunies. Et pour exemple, le dernier en date, sur nos carrés de correspondance, par exemple, nous avons en deuxième page de couverture un travail qui a été réalisé avec les associations de parents d'élèves, avec la police nationale et les référents sur le harcèlement numérique, l'éducation nationale bien entendu, la mairie de Clichy. Et l'objectif, par exemple, de ce document a été de faire en sorte de prévenir et d'alerter les parents sur les dangers du numérique. D'un côté, on a conscience que le numérique est un enjeu très positif, et de l'autre côté, on a aussi conscience des limites du numérique quand il n'est pas véritablement dans un cadre et avec un soutien actif de l'ensemble des membres de la communauté. Donc voilà un petit peu ce qui nous, en termes de perspective, nous amène à penser que le numérique est à notre service, mais il lui faut un cadre, il lui faut un certain nombre d'institutions qui soient présentes et qui soient là pour justement faire en sorte que les leviers soient bien entendu compris de tous, mais que les freins qui existent ne soient pas non plus oubliés. Donc s'il y a des questions, en tout cas nous vous remercions pour votre écoute et nous tenons à votre disposition. Merci messieurs pour cette présentation très complète. Alors effectivement, nous avons une question via le chat. Alors, l'accompagnement des enseignants aux usages numériques est-il une difficulté dans la situation d'école en présentiel ainsi qu'à distance? Comment cet accompagnement se fait-il? Voilà, je vous laisse voir entre vous pour savoir qui d'entre vous deux souhaite répondre. Je vais répondre si vous le voulez bien. Et effectivement, alors donc, ça serait trop facile de dire que tout va bien et que pour les enseignants, le numérique, c'est quelque chose qui est simple. Non, pas du tout. En fait, depuis les 4 années depuis lesquelles je suis à la tête de cet établissement, il y a un gros travail qui a été fait justement pour faire en sorte que les enseignants, chaque début d'année, chaque fin d'année, on a des périodes pendant lesquelles on permet aux enseignants, mais à tous les membres de la communauté éducative, justement de travailler avec les professeurs TIS, donc les experts entre guillemets de notre établissement sur le numérique, de travailler justement sur l'appropriation de ces outils. En fait, il est très simple de concevoir qu'un enseignant, dans le cadre de ses fonctions,
se voit très facilement désarmé lorsqu'en fait, il n'a pas la capacité de pouvoir répondre à des questions d'ordre numérique. Et donc nous, ça a été l'un des enjeux, faire en sorte que les enseignants par rapport à Pronote, par rapport à l'ENT, soient en capacité de pouvoir apporter les réponses assez facilement. Alors on a fait ce qu'on appelle un petit couteau suisse, hein, des choses assez basiques, mais qui font en sorte que les enseignants, notamment les plus éloignés du numérique, ne soient pas en difficulté. Et le résultat, c'est que dans la situation d'école en présentiel ainsi qu'à distance, eh bien donc l'année dernière comme cette année, toutes les situations qui se sont posées à nous n'ont pas amené de véritables problématiques. Parce qu'en fait, on a réussi à faire ce partage entre d'un côté des familles qui n'arrivaient pas du tout avec le numérique et avec lesquelles on a réussi à entrer en contact malgré tout. On avait quand même du papier, du classique, hein, ça c'était pas un souci. Et le fait de pouvoir mêler ce classique au numérique a fait en sorte que l'ensemble des familles soient en proximité dans le cadre de l'apprentissage. Et nous n'avons pas perdu de famille dans ces conditions-là. Et comment se fait cet accompagnement? Il se fait au quotidien. Il se fait par le principe de réunion. Nous avons dans cet établissement, comme nous sommes en REP+, un temps de concertation tous les 15 jours, une après-midi. Et donc, nous profitons de ces moments pour parfaire notre suivi et parfaire les questionnements qui viennent de la part des familles, de la part des élèves, mais aussi de la part des enseignants. Aujourd'hui, on a encore quelques situations qui sont un petit peu bloquantes, avec un réseau parfois Internet un peu capricieux, mais dans l'ensemble, on a des enseignants qui ont bien cerné, je dirais, les enjeux du numérique, et sans trop en utiliser, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un débordement qui peut aller de la boîte mail en passant par la communication directe via l'outil Pronote ou encore par l'ENT. On s'est limité à un certain nombre de points de communication, toujours les mêmes, pour faire en sorte que cette communication, elle soit la plus naturelle possible et la plus habituelle possible pour les familles et pour les élèves. On passe beaucoup par SMS par les parents, par exemple, et ça nous a permis pendant ces moments de distanciel d'avoir la capacité de rapidement remettre à l'ordre des familles ou des élèves qui ne se connectaient plus directement via notre outil. Donc ça nous a permis vraiment d'avoir un suivi. Alors c'est un travail au quotidien qui est assez imposant, mais qui à un moment donné nous permet de pouvoir suivre nos élèves dans les meilleures conditions possibles. J'espère avoir répondu aux questions. Et je me permets d'ajouter que l'établissement de service dont je parlais il y a quelques minutes, par définition, de service, c'est vraiment d'offrir cet accompagnement alors en direction du monde éducatif via la DAFOR, c'est-à-dire pour le jargon éducation nationale, la direction académique à la formation. Donc ça, c'est en direction du public enseignant et aussi en direction des habitants, quels qu'ils soient, et même au-delà de 25 ans d'ailleurs, si c'est possible. Voilà, pour compléter sur ce point. Merci messieurs pour vos réponses. Alors nous n'avons pas davantage de questions relayées dans le chat. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite ajouter un petit mot de la fin ou pas spécialement? Sinon nous allons pouvoir clôturer cet atelier. Non, j'ai pas l'impression que... Non, c'est bon. Alors du coup, pour clôturer ce temps, donc je souhaite bien évidemment remercier l'ensemble des intervenants, donc Monsieur Pérez, Monsieur Scheffler et Monsieur Cortés pour avoir été parmi nous aujourd'hui pour nous relayer vos expériences de terrain et pour ces moments d'échange. Et je remercie également vous qui êtes derrière vos écrans et qui avez participé avec nous à cet atelier. Merci pour votre écoute. Je vous laisse continuer, si vous le souhaitez, de vous approprier les projets menés par les cités éducatives en vous connectant sur le site web des cités éducatives. Et pour toute question, n'hésitez pas à contacter la coordination nationale des cités éducatives via l'adresse mail suivante. Donc, c'est citééducative@anct.gouv.fr. Donc, n'hésitez pas à les solliciter pour toute question complémentaire. Ils vous apporteront une réponse. Merci beaucoup et bonne journée à tous.